Bonsoir à tous. On a le plaisir à la mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mondial de vous accueillir ce soir à un double titre, à la fois dans le cadre de notre cycle de conférences Ma Champagne au patrimoine mondial, que vous commencez à tous connaître maintenant, et aussi dans le cadre de la Journée internationale de la biodiversité qui aura lieu le 22 mai et que nous avons légèrement anticipé pour pouvoir faire coïncider les deux. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Franck Leroy, donc, que tout le monde connaît en tant que maire d'Épernay, mais qui est aussi notre vice-président de la mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne, en sa qualité de premier vice-président de la région Grand Est, chargé de l'environnement, de la transition écologique et du SRADET. Il est également président d'Épernay Agglo Champagne. Alors, il prendra la parole dans un instant. Je vais faire une rapide introduction pour vous resituer le cadre de cette conférence. On va faire défiler les diapos. Alors, dans le cadre de cette conférence, j'ai voulu qu'on revienne déjà sur la notion de biodiversité, mais aussi sur celle du paysage. Alors, il y a une petite coquille sur la diapositive, car il s'agit là d'une définition du paysage par rapport à la biodiversité qui a été donnée lors de la Convention européenne du paysage qui a eu lieu à Florence en octobre 2000 et qui a été adoptée en France en août 2016 dans la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et du paysage. Cette définition nous dit quoi ? Elle nous dit que le paysage est une partie de territoire tel que perçu par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation. Nous allons voir que cette définition a beaucoup d'impact en fait sur le reste de nos actions et peut nous aider notamment à structurer nos actions. Alors, beaucoup de personnes doivent se poser la question, mais pourquoi la mission s'investit-elle en particulier sur cette notion de biodiversité ? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons la biodiversité, elle est en lien direct avec la notion de paysage et le bien inscrit au patrimoine mondial depuis le 4 juillet 2015 est un bien qui est relatif à un paysage culturel vivant. C'est-à-dire que nous avons une spécificité bien réelle dans cette inscription. Et qui dit paysage culturel vivant dit aussi réservoir naturel de biodiversité. Or, nous sommes tous conscients actuellement, ou en tout cas, j'espère que la majorité d'entre nous sont conscients que notre patrimoine naturel et culturel de l'humanité est menacé et par voie de conséquence, l'homme lui-même. C'est-à-dire, on le dit souvent, quand la biodiversité est en danger, c'est la survie même de l'espèce humaine qui est également en danger. Alors, notre devoir, c'est évidemment de protéger ce paysage inscrit au patrimoine mondial, de le restaurer et de s'assurer que nous puissions le léguer à nos enfants. Je vais continuer aussi à répondre à la question de pourquoi la mission s'investit-elle sur cette biodiversité en vous remettant également dans un contexte un peu plus particulier, qui est celui de cette année 2022. 2022, c'est aussi les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial. Et donc, en effet miroir, on peut se poser la question, mais où en serons-nous dans 50 ans ? Si on en croit les derniers rapports du GIEC, on sait que dans 50 ans, le dérèglement climatique aura provoqué un certain nombre d'effets négatifs et notamment d'augmentation des températures qui auront un impact direct sur nous-mêmes, sur nos cultures et donc forcément, par voie de conséquence, sur la viticulture. Pourrons-nous encore avoir du vignoble, de la vigne ? C'est une question qu'il faut que nous nous posions sérieusement. Mais la Champagne, en fait, inscrite, enfin pas que la Champagne inscrite d'ailleurs, mais la Champagne inscrite au patrimoine mondial en tant que paysage culturel vivant, est présentée comme une terre souvent de résistance, de lutte, mais aussi d'innovation. Nous avons donc tout ça dans notre ADN et donc nous pouvons nous préparer à l'avenir et essayer de trouver tous ensemble des solutions. Et donc, je vais en venir au rôle de la mission dans cette dynamique. Je suis désolée, j'ai un problème de passage de diapo. Voilà.
Alors, quel est le rôle de la mission? Un des tout premiers rôles de la mission, c'est de faire rayonner les bonnes pratiques. Et dans ce cadre-là, d'ouvrir en fait le champ des possibles, de toucher les consciences et de créer des lieux de dialogue, de partage, de projets entre tous ceux qui sont préoccupés par ces enjeux, à savoir bien sûr les collectivités territoriales, les institutions, la filière viticole, mais aussi celle agricole, et de faire connaître toutes ces pratiques, toutes ces innovations, toutes ces recherches au plus large public, donc au grand public effectivement, mais aussi d'avoir dans l'idée de pouvoir faire remonter ces bonnes pratiques, ces bonnes idées au niveau de l'UNESCO, qui s'intéresse de très très près à cette question de transition écologique et de réponse à donner au dérèglement climatique. Alors, excusez-moi 2 secondes. Alors, comment elle s'investit au quotidien? Eh bien, la mission UNESCO a mis en place depuis plus d'1 an maintenant un certain nombre de groupes de travail au sein de son conseil scientifique, et parmi eux se trouve le groupe environnement. Ce groupe environnement réunit un certain nombre de personnes remarquables de la Champagne qui sont au sein de son conseil scientifique, mais aussi, dans son caractère plus élargi, des institutions qui œuvrent au quotidien pour trouver des réponses au dérèglement climatique, à savoir l'ONF, le Conservatoire des espaces naturels, les agglomérations, l'agglo Épernay-Champagne en fait partie, toutes les forces vives en fait, qui peuvent nous aider à faire rayonner les bonnes pratiques, à diffuser les bonnes pratiques. Elle est aussi à l'origine d'un certain nombre de projets qu'elle initie ou qu'elle encourage. Le projet Les Chemins du Vivant est un projet qu'elle encourage, qui a été initié par 2 vignerons de Verzy et qui a pour objectif de recréer des corridors écologiques qui vont pour relier en fait la forêt, le vignoble, la plaine jusqu'à la Velle, sur le coteau face nord de la montagne de Reims. Ce projet nous a semblé tout à fait intéressant car il était d'envergure. Il s'agit d'essayer de motiver les communes de Villers-Alran jusqu'à Trépaille. Bien sûr, c'est très ambitieux, mais l'idée n'est pas d'y arriver d'un coup. L'idée, c'est bien sûr de trouver de créer des petites cellules dans chaque commune, mais qui réunissent les vignerons, les agriculteurs, les mairies, les forces vives des villages, pour trouver des solutions pour aménager ces corridors ensemble et ne pas faire ça de manière isolée, mais faire ça de manière concertée pour avoir un impact beaucoup plus important. Et j'ai appris aujourd'hui, lors d'une réunion que j'ai eue à l'agglomération d'Épernay, la réunion sur le paysage, je vous laisserai en parler, mais c'était une journée paysage de l'agglomération d'Épernay, où on réfléchissait justement à ces questions d'impact sur le paysage. Et j'ai appris qu'effectivement, l'agglomération, de son côté, elle aussi avait voulu réunir toutes les forces vives pour répondre à cette question de création de corridors végétaux. Et donc, elle a appelé ça projet Trame verte et bleue. Et donc, on voit que c'est bien une dynamique et que le collectif sur ces questions nous apporte en partie des réponses, des solutions et en tout cas nous permet de chercher ensemble et donc d'avoir sans doute plus de créativité à plusieurs que tout seul. Nous avons un deuxième projet qui est effectivement d'investir de manière régulière la Journée internationale de la biodiversité. Vous nous avez déjà vu l'année dernière, en 2021, pour une conférence. Cette année, notre programme est beaucoup plus conséquent parce que nous voulons insister sur l'importance de cette préservation et de cette restauration de la biodiversité. Et puis, nous avons d'autres opérations plus connues qui ont déjà une certaine longévité, à savoir l'opération Village et Coteaux Propres qui fonctionne très bien et qui permet à certains villages d'obtenir, ceux qui participent, d'obtenir des rosiers de notre partenaire, la CSGV. Alors, je pourrais vous énumérer d'autres projets, mais je préfère aller plus vite pour passer la parole à notre invité.
et revenir simplement sur le programme de ces journées de la biodiversité, car finalement, nous, en Champagne, on profite de la venue de Franck Leroy pour élargir le champ des possibles, encore une fois, et se positionner sur 3 jours de journée de la biodiversité. Ce soir, la conférence de Franck Leroy sur un exemple urbain de restauration, en tout cas de préservation de la biodiversité à Épernay. Le 21 mai, la possibilité exceptionnelle de visiter le site expérimental du Comité Champagne à Plumecoq, à Chouilly, et également de voir une pelouse sèche grâce au Conservatoire des espaces naturels. Donc, je vous encourage à aller vous inscrire sur le site de la mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne. Et puis, nous aurons aussi le plaisir, à nouveau à Épernay, d'inaugurer la 3e phase de la coulée verte d'Épernay en y associant une exposition monté par un des membres du conseil scientifique et membre du groupe environnement qui est Michel Joliot et qui nous donne à voir autrement la biodiversité grâce à ces mondes parallèles dont vous avez une représentation sur la diapo qui vous est diffusée. Le 22 mai, nous aurons la chance d'aller inaugurer au Risset un premier sentier de la biodiversité créé au Risset dans un contexte très particulier qu'on vous avait présenté l'année dernière à la même occasion. Et nous sommes contents que ça se soit réalisé en 1 an. Sentier de la biodiversité qui a pour but de montrer les enjeux du dérèglement climatique, car le collectif de vignerons et la mairie s'étaient retrouvés face à un problème important. Ils avaient créé un site de vue, un point de vue avec possibilité d'y pique-niquer, enfin un joli endroit. Donc, face à eux, on a bien une mer de vigne avec un paysage assez charmant. Et derrière eux, tout à coup, la forêt a disparu. Elle a été définitivement, alors pas définitivement, mais elle a été rasée pour protéger la diffusion des scolites, qui est un parasite qui tue toutes les catégories de pins. Et du coup, ils se sont retrouvés derrière eux, il y avait un paysage dévasté. Et au lieu ils se sont alarmés bien sûr des conséquences de ça, mais finalement à plusieurs, avec l'ONF, le Conservatoire des espaces naturels, ils se sont dit c'est l'occasion d'en faire un outil pédagogique d'explication de ce qui se passe avec ce dérèglement climatique et de l'impact que ça peut avoir sur nos paysages et aussi de l'impact positif que ça peut avoir dans le sens de l'innovation, de l'observation, puisqu'il s'agit à travers cet exemple l'ONF va regarder avec le Conservatoire des espaces naturels les espèces qui survivent sur cet espace-là et ils seront plus à même ensuite de faire face et de replanter des espèces qui auront survécu à cet endroit-là dans d'autres zones des forêts de l'Aube pour aider à préserver cette forêt et à la pérenniser. Donc, on est très heureux de pouvoir inaugurer cet événement. Et également, nous soutenons une initiative du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, qui est la Grande Traversée, un événement touristique, mais du tourisme durable, puisqu'il s'agit de mettre en avant la ligne des bulles, donc un tourisme vert, si je puis dire, parce qu'on utilise le chemin de fer et ensuite on utilise soit ses jambes, soit son vélo, mais en tout cas on a la chance d'aller découvrir au travers soit d'une boucle de 21 ou 22 km si vous faites toute la grande traversée de Rilly jusqu'à Ailly et sinon d'autres petites boucles à découvrir. Donc voilà pour ce programme bien dense et maintenant je vais laisser la parole à Franck Leroy, notre vice-président qui va vous faire une conférence sur l'exemple urbain d'Épernay. Merci à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci Séverine pour ce mot d'introduction et merci à la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne de se préoccuper de cette question ô combien sensible de la biodiversité. Vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique. Vous savez que c'est un péril majeur pour l'espèce humaine et pour la planète. Eh bien, il y en a un deuxième de péril majeur, c'est la fragilisation, l'érosion de la biodiversité auquel on assiste depuis un certain nombre d'années. Cette érosion, elle est le fait de l'homme, comme le réchauffement climatique. Les activités humaines provoquent une production anormale de CO2 qui entraîne la production de gaz à effet de serre. Et dans ces comportements, l'homme, qui a tendance à vouloir tout maîtriser depuis des siècles, a en quelque sorte quelque peu méprisé la ressource naturelle au point de vouloir
conquérir les mers, de vouloir conquérir toutes les terres, et en agissant de la sorte, il a endommagé la biodiversité, puisque celle-ci régresse maintenant depuis un certain nombre d'années, et les choses s'accélèrent terriblement ces dernières années. Et cette forme d'agression à l'égard de la biodiversité, elle peut venir simplement de l'artificialisation des sols, c'est-à-dire le fait de remplacer les sols naturels par des sols artificialisés, c'est-à-dire construits. Ça peut venir de la pollution, ça peut venir de l'introduction d'espèces invasives. On va y venir dans un instant, mais nous devons surtout ne pas négliger cette érosion de la biodiversité parce qu'elle est en soi aussi porteuse de conséquences que le dérèglement climatique, et elle entraîne notamment un taux d'extinction des espèces animales et végétales extrêmement rapide, comme vous le voyez sur la diapositive, 100 fois supérieur au taux des extinctions auxquelles nous avons assisté sur Terre au cours de l'histoire de l'humanité. Cette érosion, elle a des conséquences, parce que la biodiversité, elle joue un rôle extrêmement important. Les écosystèmes terrestres, c'est-à-dire le fonctionnement des nappes phréatiques, le rôle des forêts, le rôle des sols, tout cela a des conséquences extrêmement importantes, et on oublie trop souvent que derrière cette biodiversité, il y a un certain nombre d'apports à la vie humaine sur Terre qui sont extrêmement importantes. La pollinisation, elle n'est pas faite par l'homme, la pollinisation, elle est faite par les insectes. On pense évidemment aux abeilles, mais pas qu'aux abeilles. La fertilisation des sols, l'épuration des sols, la filtration des eaux par les sols, c'est un phénomène naturel. S'il fallait que les hommes fassent eux-mêmes cette filtration, vous imaginez que ça coûterait une fortune et qu'on serait incapable de le faire partout sur Terre. De même, les sols, parce qu'ils sont perméables, permettent l'infiltration des eaux et évitent des inondations importantes. Ces phénomènes sont d'actualité. Vous vous souvenez tous de l'été dernier, des inondations à Liège, des inondations en Allemagne, des inondations au cœur de Reims, où 3 fois en une semaine, la ville de Reims a été inondée. Les dérèglements climatiques entraînent des phénomènes pluvieux massifs, et à partir du moment où les sols ne sont plus naturels, mais que ces sols sont urbanisés, sont artificialisés, la quantité d'eau qui tombe ne peut plus être absorbée par les réseaux, il en résulte des inondations. Donc les sols ont une importance capitale parce qu'un sol naturel est en capacité d'absorber cette quantité d'eau, ce qu'un sol artificialisé ne sera pas en capacité de faire. Donc on voit bien que les dérèglements du climat d'un côté vont entraîner des catastrophes avec des conséquences humaines importantes si cette biodiversité, qui joue un rôle extrêmement important, est elle-même affectée par l'attitude de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous devons aujourd'hui tous nous en préoccuper. Je félicite une fois encore la mission de prendre en charge ce problème, mais les collectivités locales, on va le voir dans un instant à travers l'exemple d'Épernay, sont parfaitement en capacité d'agir sur l'érosion de la biodiversité et de protéger, de restaurer et de reconquérir parfois la biodiversité de manière à ce que les générations suivantes n'héritent pas d'un monde dans lequel la biodiversité sera durement, voire définitivement affectée. Alors, pour limiter ce déclin de la biodiversité, à l'échelle de la ville d'Épernay, nous avons agi depuis grosso modo une quinzaine d'années, conscients que ce problème entraînait un certain nombre de dérèglements et conscients aussi que les rapports du GIEC et d'autres autorités, je pense à l'UICN, publiaient régulièrement un certain nombre d'informations. Pour beaucoup d'entre nous, l'érosion de la biodiversité, c'est la disparition d'espèces symboliques. On pense tous à l'ours polaire, on pense tous à la fonte des glaciers. Mais la biodiversité, elle est chez nous, elle est au bout de notre jardin, elle est à proximité de chez nous, tout autour de nous. Quand Séverine parlait tout à l'heure des forêts, quand elle parlait tout à l'heure des coteaux, cette biodiversité existe partout autour de nous. Et il ne faut surtout pas négliger la disparition de cette biodiversité de proximité qui joue un rôle évidemment extrêmement important. On aura l'occasion d'en parler évidemment. Alors, pour mettre en œuvre cette politique, nous avons enclenché un certain nombre d'actions que je vais me permettre de vous présenter en indiquant que les actions que nous avons engagées à l'échelle d'une ville d'Épernay sont parfaitement reproductibles ailleurs, qu'un certain nombre d'entre elles ne coûtent pas beaucoup d'argent, simplement elles nécessitent ou elles exigent une attention de tous les instants parce que, encore une fois, les atteintes qu'on porte à la biodiversité, la plupart d'entre elles, on les porte sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est notre comportement intuitif qui nous amène à porter des atteintes à la biodiversité. C'est évidemment pas, je connais personne qui est en capacité, qui aurait la volonté de vouloir détruire la biodiversité.
mais par des comportements insuffisamment réfléchis, par des comportements insuffisamment éclairés, on peut porter des atteintes parfois définitives à la biodiversité, et c'est ce qu'il faut évidemment éviter. Alors, quels outils a-t-on pour préserver la biodiversité? D'abord, la planification urbaine. Il faut savoir que nous avons des outils administratifs à notre disposition. Les plans locaux d'urbanisme sont des outils qui nous permettent d'orienter une politique à l'échelle d'une commune, de décider, par exemple, de préserver le patrimoine bâti. La mission y est très sensible, mais également de protéger le patrimoine naturel. Ça peut être, par exemple, protéger des alignements d'arbres remarquables. Nous avons tous dans nos villes des arbres remarquables. Ces arbres, on peut les classer. On peut classer ce qu'on appelle des espaces boisés protégés pour faire en sorte qu'un propriétaire ne puisse pas couper les arbres de sa propriété parce que ces arbres, ils ont une fonction qui dépasse le cadre de la propriété privée. On peut également protéger des espaces verts urbains, protéger des cœurs d'îlots. Quand on a des maisons en bande le long des rues, derrière, il y a très souvent des jardins. Certains pourraient être tentés de construire dans ces jardins au risque de porter atteinte à la biodiversité, à la tranquillité des voisins. Donc, on a la possibilité, dans un plan local d'urbanisme, de protéger des secteurs, d'interdire purement et simplement la construction. C'est le cas, par exemple, dans les côtes ouest d'Épernay, où on a défini toute une zone de vignobles qui parcourt les côtes ouest du nord au sud. Cette zone est désormais totalement protégée parce que le risque était que des projets particuliers viennent créer une sorte de mitage et viennent petit à petit détruire cette continuité qui a des fonctions naturelles évidemment et des fonctions productives puisque le Champagne, comme vous le savez, compte beaucoup à Épernay. Donc encore une fois, la planification urbaine, c'est la première des armes que nous avons et de ce point de vue, nous nous sommes investis beaucoup au bénéfice de la biodiversité, sans compter les protections dont nous bénéficions dans le cadre de la forêt d'Épernay notamment, ou du Mont Bernon, qui sont des espaces classés, qui sont des espaces protégés, parce qu'on peut y trouver des zones Natura 2000 ou des SNIEF qui bénéficient elles-mêmes de protection. Je parlais du Mont Bernon à l'instant. Nous avons, par exemple, au sommet du Mont Bernon, un petit peu en dévers par rapport au sommet du Mont Bernon, une mare naturelle qui, entourée d'une prairie fleurie d'un hectare environ, qui est un espace de biodiversité dans lequel on va retrouver un certain nombre d'espèces animales et végétales. Cet espace est protégé. Il bénéficie d'un entretien minimal des services municipaux pour éviter de trop perturber la vie naturelle. Et évidemment, nous y étions d'ailleurs il y a quelques semaines avec la secrétaire d'État en charge de la biodiversité pour montrer le travail qui a été fait et pour surtout aussi détecter ce qu'on appelle des espèces invasives, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont tendance à venir coloniser ces espaces naturels et qu'il faut évidemment combattre. L'une des premières priorités que nous avons engagées, et ce dès 2009, même si depuis 2012 ça s'est systématisé, c'est évidemment la suppression des produits phytosanitaires. Parce que, évidemment, ces produits phytosanitaires, ils ont l'avantage, tout le monde a connu le Roundup par exemple, ils ont l'avantage de faire place nette. Et je me souviens d'une période pendant laquelle, dans toutes nos villes, des agents avec un réservoir dans le dos passaient à droite à gauche pour tuer toutes ces petites plantes qui sortaient de nos trottoirs. En agissant comme ça, évidemment, on porte atteinte à la biodiversité, on porte atteinte à la ressource en eau, puisqu'on a des nappes d'eau parfois sous nos pieds, et on ne mesure pas à quel point ces produits phytosanitaires peuvent demain se retrouver dans l'eau du robinet que nous sommes amenés à boire. Et donc, depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, nos services n'utilisent plus du tout de produits sanitaires et ça a été possible par la mise en place de mesures alternatives. On a développé ce qu'on appelle les plantes tapissantes qui permettent d'éviter l'intervention de l'homme pour constamment retirer les mauvaises herbes. On a développé le paillage un peu partout. On a renforcé le désherbage manuel, évidemment. Et l'objectif, c'est de maintenir des sols perméables et de surtout n'introduire dans le sol aucun produit qui est de nature à porter atteinte à la biodiversité des sols. Ce sont parfois des micro-organismes, évidemment, ce n'est pas forcément des animaux, c'est parfois des insectes, c'est des micro-organismes qui jouent un rôle régulateur dans la nature et qu'il faut absolument préserver. Et je salue en même temps tout le travail qui est fait en la matière par la profession vitivinicole, parce qu'elle est engagée depuis de longues années dans cette démarche. C'est probablement l'une des plus ambitieuses de toutes les régions viticoles françaises. Et je me réjouis, et Épernay, on travaille évidemment étroitement avec le comité Champagne, que nos démarches produisent ensemble des effets accrus.
Le fauchage tardif, ça c'est assez amusant parce que c'est un point sur lequel on est régulièrement interpellé quand on est maire, parce que les personnes qui nous interpellent considèrent toujours que les services municipaux ont fait la moitié du travail, qu'ils ont tendu un morceau et pas l'autre morceau. Sauf que c'est volontaire, évidemment, puisque nous pratiquons ainsi depuis 2014. L'objectif consiste à laisser pousser la végétation sur certaines zones afin de faciliter le développement naturel de la faune et de la flore, qui est évidemment réduit à néant quand on passe dessus avec une tondeuse. Parce qu'évidemment, les insectes n'ont plus de protection, ils sont à la merci d'un certain nombre d'oiseaux, par exemple, et ils disparaissent beaucoup plus. Or, on a pu constater, dans le cadre de l'Atlas sur la biodiversité communale, sur lequel je viendrai dans un instant, que partout où on laisse la végétation se développer, l'herbe peut monter à 30-40 cm, c'est peut-être moins joli que le gazon anglais, mais en tout cas, se développe dans cette herbe, dans ces fauches tardives, des espèces végétales et des espèces animales qui parfois réapparaissent. Je pense notamment à des variétés de papillons qu'on va trouver, alors que si on tond la pelouse à 8 ou 10 cm comme on le faisait autrefois, eh bien évidemment, ces insectes disparaissent. Donc, si on veut encourager la biodiversité, il faut s'autoriser et même s'imposer des zones où on fauche une fois par an. Et vous avez à l'écran ces panneaux d'information qui expliquent que ce n'est pas les services municipaux qui se sont arrêtés pour faire leur pause et qui ne sont pas revenus pour tondre, c'est tout simplement volontairement qu'on laisse ces espaces. Je le dis en plaisantant parce que régulièrement on est interpellé sur le sujet et les gens ne comprennent pas pourquoi devant eux, ce n'est pas tondu comme dans le jardin de la mairie, c'est tout simplement parce qu'on doit, à certains endroits, et notamment pour respecter les corridors écologiques qu'évoquait Séverine à l'instant, on doit s'obliger à ne plus tondre pour laisser cette végétation prospérer et donc toute une variété d'espèces végétales et animales. Alors, à côté donc de la préservation de la biodiversité, il y a des actions volontaristes qui sont menées pour restaurer cette biodiversité. Parmi celles-ci, je veux mettre en avant l'Atlas de la biodiversité communale. Nous avons fait appel à un cabinet spécialisé dont le rôle a été d'analyser, d'auditer la situation de la biodiversité à Épernay. Alors, leurs méthodes sont assez intéressantes parce qu'ils sont allés à la recherche d'un certain nombre d'insectes. Ils ont passé parfois 24 heures à écouter pendant toutes les heures du jour et de la nuit tous les oiseaux qui chantaient à différents endroits d'Épernay pour détecter, et leur savoir est absolument impressionnant, ils savent exactement détecter les espèces présentes, et ils ont réussi notamment à détecter 511 espèces de faune et de flore, parmi lesquelles 59 espèces dites patrimoniales, donc typiques d'un territoire comme celui de la Champagne, mais également 12 espèces exotiques envahissantes qu'il faut à tout prix détruire. Alors, ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce que parfois ce sont de très belles plantes, mais ce sont des plantes qui sont arrivées parfois sous le dessous d'une chaussure d'un touriste, et puis malheureusement une petite graine est venue pousser, et puis d'autres ont poussé derrière, et ces espèces ont tendance à chasser la végétation naturelle. C'est la raison pour laquelle il nous faut parfois intervenir de manière très forte. On en entend parler parfois dans les médias sur certaines algues qui prolifèrent de manière assez surprenante dans certains étangs. Ces plantes n'existaient pas autrefois, elles ont parfois été introduites par l'homme. On a aussi un certain nombre de personnes qui, quand ils se sont débarrassés de plantes achetées dans des commerces, on n'aurait rien trouvé de mieux que de les mettre en forêt, de les lancer en forêt. Ces plantes ont essaimé quelque part et se sont développées, venant par là même créer une sorte de concurrence par rapport à la biodiversité naturelle. Et il faut absolument que là, pour le coup, l'homme intervienne pour réguler les choses et faire en sorte que les plantes dites patrimoniales prennent le dessus sur les plantes dites invasives. Et l'Atlas de la biodiversité, c'est une démarche là aussi que toute collectivité peut lancer. C'est extrêmement riche en enseignement et ça permet derrière d'orienter les actions telles que celles que je vais vous présenter dans un instant. Alors, on parle beaucoup du rôle de l'arbre et du rôle de la forêt. Séverine évoquait tout à l'heure les dégâts que provoquent les scolites dans les massifs d'épicéas. Songez que le massif des Vosges, dans sa globalité, est menacé aujourd'hui, que la forêt noire en Allemagne est menacée également, tout simplement parce que ces scolites, ce sont des petits parasites, se sont développés avec le réchauffement climatique et viennent s'introduire entre l'écorce de l'arbre et le tronc de l'arbre lui-même et font périr des forêts entières. D'où la nécessité de renouveler les variétés forestières et également, dans les villes, de planter ce qu'on appelle des micro-forêts. Ce sont des forêts extrêmement denses, elles sont toutes petites, 500 mètres carrés, c'est rien, mais elles vont contribuer d'une part à créer de la biodiversité. En moyenne, ces forêts qui ont été créées sur le modèle Miyawaki, qui est
un grand spécialiste de la nature japonais. Elle consiste à planter environ 5 arbres au mètre carré, ce qui est énorme. Ce sont des arbres qui sont plantés tout petits, qui vont se développer les uns par rapport aux autres. Certains vont prendre le pas sur d'autres, vont faire un bouquet d'arbres en quelque sorte extrêmement dense, extrêmement serré. L'objectif, ce n'est pas de visiter ces forêts, elles sont même impénétrables tellement les arbres sont serrés, mais ça crée d'une part un lieu de séquestration de carbone important, et deuxièmement, vont se développer dans ces micro-forêts des organismes vivants, des plantes, des animaux, qui seront d'autant plus protégés que l'homme ne pourra pas y aller. Donc on a planté à l'entrée d'Épernay, quand on vient de Châlons, une forêt de ce type, on en plantera sans doute d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que la plantation de cette forêt a été prise en charge par des entreprises qui aujourd'hui prennent conscience, dans le cadre notamment de leur responsabilité sociétale, de la nécessité de s'investir dans la biodiversité. C'est d'ailleurs peut-être une piste pour la mission UNESCO, parce qu'aujourd'hui, on a tous une responsabilité par rapport à la nature qu'on va laisser, au territoire qu'on va laisser à nos enfants et petits-enfants, et qu'investir dans une forêt aujourd'hui, c'est un bon investissement, non pas sur le plan financier, mais c'est un investissement parce que, là encore, c'est un puits de carbone et ça va encourager et faciliter le développement de la biodiversité. Si on poursuit, la coulée verte, c'est une coulée qui existe le long du Cubry. Le Cubry est une petite rivière qui parcourt le centre de la ville et qui vient se jeter dans la Marne. Donc, elle est perpendiculaire, grosso modo, à la Marne. Et là aussi, nous avons voulu créer des cheminements réservés aux piétons et aux vélos. L'objectif étant de traverser toute la ville de nord en sud, le long de cette petite rivière, d'y aménager des pontons, de découvrir le cours d'eau du Cubry à chaque fois qu'on pourra le faire, et évidemment de planter énormément de végétaux pour que ce soit un lieu d'oxygénation pour les Sparnassiennes et les Sparnassiens, d'un lieu de promenade, d'un lieu de détente où on va avec les enfants, en famille. Et cette coulée verte, évidemment, elle va jouer un rôle important parce qu'elle permet de prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir une rivière qui traverse la ville et en même temps de développer des espèces végétales qui, se combinant avec l'eau présente à proximité, vont procurer un certain nombre de bénéfices pour la ville et pour la biodiversité. Le Fort Chabrol, c'est une initiative tout à fait intéressante parce que c'est une déclinaison impressionnante de l'atlas que j'évoquais tout à l'heure, de l'atlas sur la biodiversité communale. Quand nous avons créé cet atlas, et nous en avons fait un peu la publicité quand il est sorti, et parmi les maisons qui se sont intéressées, les maisons de Champagne qui se sont intéressées à cet atlas de la biodiversité communale, il y a la maison Moët-et-Chandon que tout le monde connaît, qui a décidé, forte de l'expérience engagée à l'échelle de la ville, d'examiner sur son propre territoire, sur ses propres parcelles viticoles, de s'intéresser à la biodiversité présente. Ça a conduit à un projet de plantation d'arbres, 1743 arbres. Pourquoi 1743 arbres? Parce que 1743, c'est l'année de création de la maison Moët-et-Chandon. Et ces arbres ont été plantés tout le long des parcelles viticoles, parce que là aussi, on a identifié dans notre atlas de la biodiversité des couloirs, des corridors écologiques, c'est-à-dire des endroits où, parce qu'il y a des arbres ou parce qu'il y a de l'eau, quand il y a des arbres, on parle de trame verte, quand il y a de l'eau, on parle de trame bleue, on sait que les insectes, les oiseaux ont tendance à cheminer par ce parcours-là, mais que s'il y a des interruptions importantes, évidemment, le risque, c'est que cette biodiversité soit fragilisée par le fait que le parcours naturel des insectes mellifères ou des oiseaux est contraint par l'homme, d'où la nécessité de reproduire ces corridors végétaux. Et là, nous avons un bel exemple d'une entreprise qui, sur fonds propres, s'est engagée sur une opération comme celle-ci. Et je sais qu'un certain nombre d'autres acteurs du Champagne sont engagés également dans la biodiversité, dans leurs vignobles respectifs, de sorte que notre paysage, ce qui est une préoccupation évidemment pour la mission, notre paysage va évoluer au fil du temps, parce que alors que pendant des années, on a plutôt détruit des arbres, coupé des arbres, on va voir dans nos territoires agricoles et viticoles réapparaître des arbres, probablement différents de ceux qui existaient autrefois, mais qui vont aussi jouer un rôle important dans la préservation et dans la reconquête de la biodiversité. Autre exemple, peut-être un peu surprenant, autrefois, nous avions des sols dans les écoles qui étaient tapissés d'enrobés. C'était la norme dans les années 70, 80, 90, partout, à la demande des parents parfois, à la demande des enseignants, et puis par facilité de gestion pour nous, mettre de l'enrobé partout dans les cours d'école, c'était la norme. Aujourd'hui, on fait marche arrière toute. Aujourd'hui, on replante des arbres dans les écoles parce que d'abord, le rôle des arbres va être important. Ensuite, ces arbres, quand il fait chaud, et on voit en ce moment ce que ça donne, hein, on vient de vivre 38 journées consécutives où on a battu
les records de chaleur. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Vous savez qu'en ce moment, il y a 50 degrés en Inde et que l'année dernière, au mois de juin, il y avait 49 degrés à Vancouver, une ville qui n'avait jamais connu des chaleurs pareilles. Nous ne sommes pas à l'abri en Champagne de chaleur record. Et si on suit les perspectives du GIEC, le GIEC nous annonce que dans les années 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, nous aurons des canicules à 50 ou 55 degrés. Autant dire que si ces canicules interviennent en mai ou en juin, il sera absolument impossible de laisser les enfants sortir dans les cours d'école, sauf si nous avons planté les arbres et que ces arbres viennent apporter une ombre qui elle-même est l'arbre transpirant lui-même et donc une fraîcheur derrière cette ombre qui va permettre aux enfants d'évoluer. Sans compter que cette ombre va générer, la présence des arbres va générer de l'ombre sur les bâtiments et va nous éviter de recourir à la climatisation, qui est aussi certes confortable parfois, mais qui peut aussi être productrice de gaz à effet de serre et donc à éviter à tout prix. Autre projet important, la revégétalisation du Jard. Alors le Jard, c'est cette plateforme qui s'est située en plein centre-ville, qui autrefois a été aménagée, qui était autrefois un jardin public, jusque dans les années 80, et qui à l'époque, parce que nous avions le Salon des techniques champenoises, la foire commerciale d'Épernay, devenue le Vitef, il fallait une plateforme pour accueillir les exposants, et à l'époque, le Jard a été minéralisé. Et bien aujourd'hui, on fait marche arrière, puisqu'aujourd'hui, tout cet ensemble minéralisé va être redonné à la nature pour renforcer la nature en ville, pour planter là aussi de très nombreux arbres. Et le rapport de plantation et de coupe d'arbres, parce que dans une ville, on doit couper des arbres de temps à autre pour gérer ces arbres qui sont parfois en fin de vie. Sachez qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre à Épernay, on en plante 3,5 en moyenne, ce qui veut dire que la ville se plante d'arbres de plus en plus et que, évidemment, un projet comme le réaménagement du Jard va accélérer la revégétalisation de la ville, ce qui va permettre là aussi des corridors écologiques et il va apporter aussi de la fraîcheur. Aujourd'hui, quand il fait chaud, les mamans avec leurs enfants ne peuvent plus aller sur cette plateforme. Il y a des jeux d'enfants parce qu'il y fait trop chaud et c'est insupportable. Demain, parce qu'ils seront à l'ombre des arbres, on peut imaginer qu'ils y reviendront. Donc, on lutte contre les îlots de chaleur, on recrée un corridor écologique et on redonne une place à la nature en ville. Voilà illustré en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long, quelques-unes des actions qu'on peut mener. La ville d'Épernay a été récompensée à multiples reprises pour ses actions. Elle est aujourd'hui reconnue territoire engagé pour la nature. Elle bénéficie du label Commune Nature décerné par la région. Elle bénéficie aussi du label plus classique, Ville et Villages Fleuris. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que ce qui est fait à Épernay peut parfaitement être fait ailleurs. Et que c'est la multiplicité des initiatives locales, et même dans un village de 300 ou 400 habitants, on doit se préoccuper de la biodiversité et on peut, avec des moyens modestes, s'occuper de la biodiversité, déjà en ne portant pas atteinte à cette biodiversité quand elle existe, mais aussi en restaurant les corridors écologiques. Et je dois dire qu'un certain nombre d'acteurs, que ce soit la région, que ce soit l'ADEME, que ce soit la Caisse des dépôts et autres, sont très sensibles à cette question, l'État évidemment, et peuvent nous aider, peuvent financer des diagnostics, peuvent nous donner en quelque sorte une ligne directrice qui va nous permettre d'agir intelligemment pour préserver cette biodiversité qui, encore une fois, joue un rôle extrêmement important, jouera un rôle de plus en plus important puisque la température de la planète va augmenter et que si malheureusement nous n'agissons pas en la matière, l'effet cumulé du réchauffement climatique d'un côté et de l'érosion de la biodiversité de l'autre pourrait être absolument dramatique, pour être un péril majeur pour les générations futures. Donc, je vous invite toutes et tous, d'abord, je suis à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles, et puis surtout, si vous voulez un jour venir visiter Épernay, je serais ravi, sous l'angle de la biodiversité, de vous montrer ces initiatives, et dites surtout il y a peut-être des élus qui nous écoutent, mais en tout cas, dites à vos élus qu'ils ont cette capacité d'agir et qu'on est en capacité de leur tendre la main pour leur montrer les bonnes pratiques. On a la chance d'avoir débuté avant les autres, on a emmagasiné un certain nombre d'expériences en la matière. On est prêt évidemment à partager ce savoir et à faire en sorte que tous ensemble, nous protégeons la biodiversité. En tout cas, merci à la mission de s'intéresser à cette question absolument fondamentale. Mais là aussi, si la biodiversité est endommagée demain, ce sont nos paysages qui en seront affectés. Et donc, c'est toute la qualité de la Champagne, cette qualité que nous apprécions évidemment énormément, qui en sera affectée. Alors, je sais que le chat est à la disposition des uns et des autres pour
poser des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si les uns et les autres ont la possibilité de s'exprimer. En tout cas, que ce soit via le chat ou en direct, je suis en capacité de répondre à vos questions, évidemment. J'espère en tout cas que je ne vous ai pas anesthésié par mon propos. Alors, merci beaucoup, Franck, pour cette belle conférence qui nous permet de mesurer l'importance que vous avez donnée à ces réponses pour préserver et restaurer de la biodiversité à Épernay. C'est un véritable exemple à suivre. Je rappelle qu'effectivement, la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine Mondial n'a d'autre vocation que de faire rayonner toutes ces bonnes initiatives et que c'est pour ça que ce soir, on tenait absolument à vous faire intervenir. Effectivement, il va falloir faire preuve d'agilité, de créativité et il faut aussi se dire que vous pouvez être soutenu financièrement effectivement par des subventions, mais il y a aussi des possibilités de créer des haies de manière assez spontanée. Simplement, il faut se concerter pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas utiliser n'importe quelles espèces. Et c'est vrai que dans ces cas-là, des personnes comme Franck Leroy peuvent être de très bons conseils vu son expérience en la matière. Et puis, nous sommes également à votre service pour vous orienter vers les bonnes personnes, vers les bonnes institutions qui s'occupent de ça sur le territoire et qui font ça très bien. Alors, merci pour votre écoute. On vous a mis à l'écran nos prochains rendez-vous du cycle de conférences Masse Champagne au patrimoine mondial. Donc, vous voyez, nous aurons une conférence le 14 juin sur l'identité territoriale de la Champagne, des origines à nos jours, qui sera présentée par Patrick Demouy, notre expert historien qui est au sein du conseil scientifique. Et nous avons aussi le 2 juillet, en direct de la 5e marche des réconciliations à Cézanne, que je vous encourage à venir faire avec nous, une conférence sur le bâti traditionnel champenois par une architecte des bâtiments de France, Virginie Thévenin, et qui va aussi vous parler de ce bâti traditionnel qu'il faut préserver. Donc, bien écoutez, vous pouvez retrouver tout ce programme sur champagnepatrimoinemondial.org, l'adresse que vous avez en bas de la diapositive. Et si vous n'avez vraiment pas de questions à poser à Franck Leroy, nous allons vous quitter et vous rappeler juste que ce week-end, en allant sur notre site, vous pouvez retrouver tout notre programme pour le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai. C'est un très beau programme avec des nouveautés. C'est très rare de voir le site de Plumcock, donc je vous encourage à aller vous inscrire. Et puis cette exposition que la mairie d'Épernay a bien voulu accueillir est aussi un moyen ludique et pédagogique d'aborder le sujet de la biodiversité avec vos enfants et même avec des adultes pour voir autrement cette biodiversité, aller au cœur de ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire regarder des souches, puisqu'il s'agit de souches de cèpes ou d'arbres. C'est vraiment passionnant parce qu'on se rend compte que l'œil de l'artiste, en l'occurrence Michel Joliot, nous amène à voir autrement ce qui nous entoure. Et je vous quitterai là-dessus et je vous remercie de votre attention. Merci à tous.